Faut-il vraiment, vraiment arrêter l'avion? Alors c'est une question que je m'étais posée il y a quelques années, et j'en avais écrit un article qui est sorti en 2020. Et depuis, j'avais envie de retravailler le sujet parce qu'il me semblait qu'il pouvait être approfondi et mis à jour. Donc c'est ce que j'ai fait ces derniers mois, je me suis repenché sur le sujet, j'ai lu pas mal de choses, j'en ai donné une conférence de 2 heures, et là je vous propose une version réduite de cette conférence. Alors, allons-y, vous écoutez enfin peut-être, et on se demande s'il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter l'avion. Les mecs. Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. On va commencer tout d'abord avec quelques précisions. D'abord sur ma situation personnelle, moi j'ai pris l'avion quand j'étais plus jeune. J'ai même un peu habité à l'étranger, à Santiago au Chili et à Tokyo. Mais depuis 2019, j'ai arrêté de prendre l'avion parce que c'était des sujets pour lesquels je me sentais assez concerné. Et quand j'ai commencé un peu à regarder un petit peu les chiffres, je me suis rendu compte qu'en effet, ça me paraissait plus possible de prendre l'avion. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai sorti l'article dont je parlais. Et en fait, je précise ça parce que ça me paraît important de le clarifier, parce que ça peut influencer ma manière de traiter le sujet. C'est la première chose. La deuxième, c'est pour vous donner quelques références sur ce que j'ai pu lire. Donc je me suis appuyé essentiellement sur 3 rapports. Le premier, c'est le référentiel de Isae Supaero, Aviation et Climat, qui date de 2021. Pourquoi voler en 2050 du Shift Project, qui date aussi de 2021. Destination commune de Stay Grounded, qui date, je pense, de 2022. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations, si vous voulez retrouver les références de ce dont je parle, c'est essentiellement dans ces 3 rapports. Voilà. Les précisions étant précisées, on peut décoller. Initialisation des boutons rouges. Trois boutons rouges. Oui. Première partie, aviation et réchauffement climatique. Donc on va commencer par voir quelques chiffres, parce qu'on n'a pas forcément toujours les ordres de grandeur en tête. Donc je vais vous donner quelques vols et l'empreinte carbone associée. Donc l'empreinte carbone, c'est la quantité, en fait, le poids de la masse de carbone émise par passager. Et là, on considère des allers-retours. Donc le premier, c'est Toulouse-Paris. Et donc ça correspond à 0,3 tonnes de CO2. De CO2 équivalent. Donc ça veut dire que ça prend en compte aussi d'autres gaz à effet de serre, mais qu'on considère, qu'on compare en fait au CO2, et du coup on parle de CO2 équivalent. Donc 0,3 tonnes pour Toulouse-Paris. Pour Toulouse-Athènes, c'est 0,7 tonnes. Donc vous avez compris qu'ici on est à Toulouse. Toulouse-Montréal, c'est 1,9 tonnes, c'est comparable à un Paris-New York par exemple. Et après, si on va aller plus loin, un Toulouse-Tokyo, ça représente 3,5 tonnes de CO2 équivalent. Et enfin, presque le plus qu'on peut trouver, c'est Toulouse-Sydney, qui fait 5,9 tonnes. Alors, les chiffres que je vous donne là, c'est à peu près une moyenne. Parce qu'en fait, les chiffres, ils varient pas mal. Et notamment, par exemple, si on reprend Toulouse-Montréal, qui est l'équivalent de Paris-New York, on est sur ça varie entre 1,5 et 2,5 tonnes, les chiffres qu'on peut trouver. Alors pourquoi il y a une telle variation? En fait, tout simplement parce que ça dépend de ce qu'on compte. En fait, suivant les calculateurs et les méthodes de calcul, soit on va prendre en compte que le CO2 émis pendant le vol, soit on va aussi compter les émissions en amont, c'est-à-dire le transport, la transformation du kérosène, soit on peut compter également l'empreinte carbone de la fabrication de l'appareil plus de son démantèlement, ou l'empreinte carbone encore des infrastructures, donc les aéroports, la gestion, etc. Donc, suivant ce qu'on compte, en effet, suivant le périmètre qu'on se fixe sur les émissions de carbone, on n'aura pas les mêmes chiffres. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver des chiffres qui varient énormément. Mais ça concerne du coup que les effets donc CO2. Mais il y a une spécificité au secteur aérien, c'est les effets dits hors CO2, ou les effets non CO2. C'est des interactions physico-chimiques qui se passent en fait quand l'avion vole en altitude, et qui va être des interactions avec les nuages,
de la formation de Cirrus, etc. L'émission d'aérosols, bon, il y a tout un tas de choses que je ne maîtrise pas forcément qui se passent et qui vont avoir des effets en fait sur la température de l'atmosphère. En fait, il y en a qui vont avoir même paradoxalement un effet refroidissant et il y en a d'autres qui vont avoir un effet réchauffant. Et en fait, si on fait le cumul de tout, alors c'est un petit peu difficile à estimer parce que c'est des recherches récentes, il y a beaucoup de facteurs en jeu, mais les estimations disent qu'il faudrait multiplier par 2, voire par 3, l'effet réchauffant qui incombe juste au CO2. Donc par exemple, tout à l'heure, je vous disais qu'un Paris-New York, c'est 2 tonnes. En fait, si on prend en compte en plus les effets hors CO2, l'effet réchauffant total d'un Paris-New York correspondrait à l'émission de 4 à 6 tonnes de CO2. Donc en fait, c'est énorme. Du coup, si vous pensez déjà que 2 tonnes c'est beaucoup, en fait, il faudrait multiplier par 2 ou par 3 dans vos têtes pour vous rendre compte à quel point c'est énorme. Sauf qu'en fait, il y a une petite subtilité par rapport à ces effets hors CO2 qui fait qu'on n'en parle pas toujours. C'est qu'en fait, l'échelle de temps, elle est très différente. L'échelle de temps du carbone, elle est vraiment très longue. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous émettez 1 gramme de carbone, celui-là, il va rester dans l'atmosphère pendant très longtemps et il va contribuer pendant très longtemps à l'effet de serre et du coup au réchauffement climatique. Donc chaque avion qui vole aujourd'hui a un impact sur la température qu'il fera dans 50 ans. Okay. Par contre, les effets non CO2, ils ont une échelle de temps beaucoup plus petite. C'est de l'ordre de quelques jours à quelques semaines. Du coup, un avion qui vole maintenant va ponctuellement réchauffer l'atmosphère, mais si on arrête, au bout de quelques jours ou quelques semaines, cet effet-là va avoir disparu. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile de le prendre en compte et le considérer avec les émissions de CO2. Mais il faut quand même garder en tête que la plupart du temps, on ne parle que des effets CO2, parce que c'est ceux qui comptent à long terme, mais qu'à court terme, ponctuellement, tant que les avions volent, ils réchauffent aussi l'atmosphère à ce moment-là. Donc là, on a vu un petit peu l'impact sur le réchauffement climatique de l'aviation, notamment son empreinte carbone. Maintenant, on va voir à combien on a le droit en fait de carbone par personne. Donc en fait, il y a un chiffre qui est très important à retenir, c'est le 2 tonnes de CO2 équivalent. C'est le budget que l'on doit se fixer par personne et par an. En fait, c'est l'objectif qui a été inscrit dans les accords de Paris en 2015 pour atteindre, pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, enfin plus 2, voire plus 1,5 degré. Donc on a le droit chacun à 2 tonnes de carbone. Et je vous rappelle que du coup, un Paris-New York, c'est aussi 2 tonnes. Et en fait, là, si on fait la comparaison, c'est vite vu qu'il n'y a pas la place. Parce qu'en fait, dans le budget qu'on a, il faut aussi considérer qu'il faut se nourrir, qu'il faut se loger, qu'il faut se vêtir, et qu'il faut aussi utiliser d'autres transports que l'avion. Donc en fait, il n'y a pas la place pour mettre 2 tonnes, le 2 tonnes d'un Paris-New York dans notre budget carbone. Alors pour être un peu plus précis, sur ces 2 tonnes de CO2, on a dit qu'il fallait les séparer en différents secteurs, l'alimentation, le logement, etc. Combien est-ce qu'il est raisonnable d'attribuer au transport? Pour ça, il y a un rapport qui s'appelle Faire sa part de carbone 4 qui donne le chiffre de 0,3 tonnes pour la mobilité. Donc voilà, donc on a le droit à 0,3 tonnes pour les transports, mais qui inclut tous les transports, hein, donc aussi la voiture, les transports en commun, etc. Et donc on a vu tout à l'heure que l'empreinte la plus basse c'était 0,3 tonnes justement pour Paris-Toulouse, donc même ça, ça paraît compliqué de le faire entrer en une année. Donc même si on prend en compte les effets hors CO2 qu'on a mis de côté, l'effet réchauffant de l'avion ne peut pas s'inscrire dans les objectifs qu'on a de carbone. Bon, en fait, dans ce que je vous ai raconté, il y a une petite arnaque que vous avez peut-être pas vue. C'est qu'en fait, quand je parle de l'empreinte carbone de l'avion, c'est des chiffres d'aujourd'hui, en 2023, alors que le budget qu'on se fixe de 2 tonnes, c'est pour 2050. Il s'est pas passé quelque chose de bizarre là entre-temps? Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit problème? Je sais pas ce que... C'était pour dire quoi en fait? C'est
Et en fait, ça amène deux questions. La première, c'est quelle trajectoire est-ce qu'on doit se fixer? Est-ce que dès aujourd'hui, on doit essayer d'être à 2 tonnes ou est-ce qu'on a un petit peu de marge? Et la deuxième, c'est peut-on diminuer l'empreinte carbone de l'avion d'ici à 2050? Parce que si en 2050, on peut faire des Paris-Sydney pour 50 kg de CO2, ben, la question, elle est simple. Donc voilà, c'est les deux questions qu'on va essayer de voir. Donc la première, c'est quel objectif se fixer aujourd'hui? Alors, je ne vais pas détailler, mais en gros, aujourd'hui, la trajectoire à suivre, c'est de diminuer au plus vite. Parce que, en fait, déjà, on a pris pas du tout les bonnes trajectoires qui sont visées pour rentrer dans les objectifs. Et de deux, en fait, mathématiquement, physiquement, plus on attend, plus on va payer cher après. Donc, chaque année de perdu, ça veut dire plus de restrictions après. Donc, il n'y a pas trop à réfléchir à quelle marge on a. C'est si on a la possibilité de le faire, il faut réduire au maximum notre empreinte carbone. Ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, c'est est-ce qu'il est possible de faire un avion bas carbone? Alors là, ma réponse, elle va peut-être vous surprendre, mais c'est probablement que oui. Très probablement oui. En fait, aujourd'hui, il y a des technologies qui sont développées, il y a des prototypes qui se mettent en place, plus ou moins matures, mais notamment d'hydrogène ou de biocarburant. Mais c'est très possible qu'on puisse faire un avion qui vole en émettant très peu de carbone. Mais dedans, il y a du boulot à faire. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Et le mental pour les moteurs. Sauf qu'en fait, c'est pas très satisfaisant parce que déjà, ça va prendre beaucoup de temps pour l'avoir à une échelle globale et une échelle commerciale. Airbus parle de 2035 pour le développement de l'avion à hydrogène. Alors déjà, certains spécialistes prédisent que c'est trop tôt, et même Airbus commence à dire que ça sera probablement plus tard. Donc dans le meilleur scénario, on est en 2035, et en plus, ça concernerait qu'une petite partie de la flotte d'Airbus. À savoir que les longs et moyens courriers, ce qui représente environ entre 20 et 40% des émissions. Et en plus de ça, donc dans ce scénario qui est idéal selon Airbus, donc ça serait 2035 et qu'une partie de la flotte, en fait ça va demander un investissement énorme, des dizaines de milliards d'euros qui vont devoir être injectés dans le secteur aérien, en partie subventionnés par l'État. Donc je rappelle que l'État a fait un plan de financement de 15 milliards pour l'aviation au début des années 2020, suite au Covid. Là, la région Occitanie a offert 100 millions, a mis en place un plan de 100 millions d'euros pour l'avion vert également. Donc voilà, c'est énormément d'argent à investir pour quelque chose d'assez peu satisfaisant au final. Je vais vous lire un extrait du rapport Aviation et Climat qui dit ceci. Ces différentes solutions permettent d'envisager un avion émettant beaucoup moins de CO2 qu'actuellement. Néanmoins, la situation climatique est urgente. Le budget carbone mondial à 1,5 degré sera entièrement utilisé en moins de 10 ans au rythme des émissions actuelles. Ce qui nécessite que les émissions commencent à décroître dès à présent et de manière significative, à un taux comparable à celui engendré par la crise sanitaire, aux alentours de moins 7% par an. En toute logique, il faut donc soit ralentir la croissance du trafic, soit autoriser le secteur aérien à se décarboner plus lentement que cette vitesse moyenne. Donc là, en fait, clairement, on a à faire un choix politique, en fait. On pourrait, si on avait la volonté, injecter des milliards pour sauver l'aviation et avoir une aviation bas carbone d'ici à quelques décennies. Mais la question c'est, est-ce que l'aviation en vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ce choix-là au détriment d'autres secteurs et notamment d'autres moyens de transport? Et pour répondre à ça, en fait, on peut se demander quels autres facteurs
rentrent en compte pour nous permettre de décider ça. Deuxième partie, quels autres facteurs prendre en compte? Alors, on va commencer par parler des apports positifs, parce qu'il faut reconnaître qu'il peut y en avoir, du secteur aérien. Alors, le premier, c'est celui qu'on entend le plus souvent, c'est l'enrichissement personnel que peut apporter le voyage, le fait de se confronter à d'autres cultures, de rencontrer d'autres populations, de voir de nouveaux paysages. Voilà, c'est ici. Tu vois, dans un endroit pareil, je pourrais rester assis des heures sans parler, juste à contempler. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la Nibe dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse. Un deuxième point qui peut être évoqué, c'est le progrès technique qui est dû au secteur aérien. Alors, je ne l'ai pas précisé avant, mais le secteur aérien a fait énormément de progrès techniques au niveau de l'efficacité énergétique notamment au cours des dernières décennies, ce qui a pu avoir un intérêt sur d'autres secteurs. Un troisième point qui me paraît faire partie de ces apports positifs, c'est le fait que ça permet quand même de se déplacer extrêmement rapidement dans certaines situations qui peuvent être urgentes. Donc, on peut imaginer des situations sanitaires, des situations familiales qui nécessitent de se déplacer très rapidement. Et dans ces cas-là, oui, en effet, l'avion a un apport très utile. On va passer maintenant à d'autres facteurs qui sont du coup moins positifs. Et le premier, en fait, on va parler des deux solutions qui sont envisagées en fait pour l'aviation bas carbone, à savoir les biocarburants et l'hydrogène. Alors, je ne vais pas développer parce que c'est un peu compliqué et un peu long, mais en fait, ces deux solutions-là, elles vont présenter d'autres problèmes, même si elles permettent d'avoir une empreinte carbone relativement basse. En fait, ça peut poser d'autres problèmes concernant, par exemple, la concurrence avec l'alimentation humaine des biocarburants, le besoin de développer énormément d'électricité bas carbone pour, du coup, pouvoir faire voler des avions via ces vecteurs d'énergie. Alors, du coup, je vais juste vous lire ce passage extrait du rapport aviation et climat qui dit ceci. En cherchant à diminuer son empreinte climatique par le développement de vecteurs énergétiques bas carbone, le secteur aérien pourrait donc contribuer à aggraver d'autres problèmes socio-environnementaux en accentuant la production de bioénergie et d'électricité renouvelable. Troisième point à évoquer concernant l'aviation, c'est l'impact du tourisme de masse qui découle en fait de l'utilisation de l'aviation. Le tourisme de masse a un certain nombre d'impacts négatifs, notamment sur les écosystèmes qui sont visités en fait par ces masses de touristes, également sur l'économie locale et sur les populations locales qui peuvent être l'économie locale qui peut être grandement déréglée en fait par l'arrivée de ce tourisme. On peut avoir aussi un effet de ce qu'on appelle la standardisation du monde, c'est-à-dire que en fait au final tous les pays, toutes les villes, toutes les cultures commencent à se ressembler. Parce qu'il faut que dans toutes les villes, il y ait un Starbucks, il faut avoir toutes les demandes et les attentes que le monde occidental en fait, impose à d'autres pays. Et un dernier point en fait, de l'impact du tourisme, c'est sur cet effet de marchandisation en fait, du monde, des paysages, de la culture, des populations. Ça vaut 15 000 francs, ça? Non, 30 000. 20 000 francs? Non, 30 000. 25 000? Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con. Quatrième facteur à prendre en compte concernant l'aviation, c'est la question des inégalités. Et je pense que c'est une des plus importantes en fait. Il faut bien se rendre compte que l'avion, c'est vraiment réservé à une petite classe en fait, une petite partie de la population mondiale. Je vais vous donner quelques chiffres. En France, déjà, il faut savoir que 2% seulement des passagers sont des ouvriers, alors que les ouvriers représentent 12% de la population. Il faut savoir aussi que 15% des Français n'ont jamais pris l'avion. À l'échelle mondiale, il y a 11% seulement de la population qui prend l'avion une fois par an. Donc ça veut dire que 90% de la population ne le prend pas
au moins de manière annuelle. Et parmi ces 11% de gens qui prennent l'avion, il y en a seulement 4% qui le prennent pour aller à l'étranger. Donc si vous êtes allé à l'étranger l'an dernier en avion, vous faites partie seulement de 4% de la population qui a pu se le permettre. Enfin, dernier chiffre, c'est 50% des émissions de CO2 de l'aviation sont dues aux 5% des Français qui voyagent le plus. Et le paroxysme de ces inégalités de l'aviation, c'est les jets privés. Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. La consommation des jets privés, elle est 10 fois plus grande par passager qu'un avion commercial. C'est-à-dire que quand je parlais du Paris-New York qui faisait 2 tonnes, il faut savoir que si vous le faites en jet privé, c'est plutôt de l'ordre de 20 tonnes, voire davantage selon les modèles. Et enfin, 5e point à prendre en compte concernant l'aviation, c'est la question des emplois. Et en fait, c'est important de ne pas être aveugle à ce facteur-là, parce qu'il est vraiment très important. Il faut savoir qu'en France, il y a 435 000 emplois directs et indirects qui sont liés au secteur de l'aviation, dont dans le Grand Sud-Ouest 150 000 et dont 100 000 en Occitanie. Donc nous, notamment à Toulouse, on est pas mal impacté par cette question. Il y a un grand nombre de personnes ici qui sont plus ou moins directement liées au secteur aérien. Et il faut bien penser que si on abandonne trop rapidement ou pas de la bonne manière le secteur aérien, ça pourrait créer ce qu'on appelle un syndrome de Détroit à Toulouse, c'est-à-dire un petit peu la désertification industrielle et économique de la ville. Donc voilà, c'est vraiment un autre point à prendre en compte qui rajoute un petit peu de complexité au problème, c'est qu'on ne peut pas non plus arrêter du jour au lendemain, sans accompagnement, sans transition, le secteur aérien. Voilà, donc là on a vu 5 facteurs qu'il est important d'avoir en tête. Il y en a d'autres qu'on aurait pu évoquer, par exemple l'impact de l'aviation militaire, l'impact du fret commercial, les nuisances sonores également, ou encore les implémentations d'aéroports qui peuvent poser des problèmes, notamment au niveau des écosystèmes, comme ça avait été le cas à Notre-Dame-des-Landes. Mais en conclusion, en fait, ce que je voulais montrer, c'est que, en fait, aujourd'hui, vouloir préserver l'aviation, c'est en fait vouloir investir des budgets immenses dans des solutions probablement trop tardives pour assurer à la partie la plus riche de la planète un privilège qui en détruit la partie la plus pauvre. Et sur ce, on peut passer à la 3e partie, comment atterrir. Alors on l'a vu, pour des raisons écologiques et de justice sociale et climatique, il est indispensable de réduire drastiquement le trafic aérien. Mais comment faire ? En fait, la question n'est plus tellement « faut-il arrêter l'avion ?» En vrai, la réponse, elle est clairement oui, et depuis longtemps. La question est davantage « comment faire ?» Dans quel ordre de priorité et jusqu'à quel point ? En fait, on peut imaginer qu'il reste une part de gâteau à consommer, qui serait le nombre de vols qu'on peut encore faire pour l'avion. Et il faut décider comment on les répartit. Et en fait, moi, je suis d'avis de dire que pour certaines situations, dans certaines occasions, ça reste pertinent et utile de prendre l'avion. Pour aller voir de la famille, par exemple, dans une certaine mesure. Pour des urgences. Ou à la limite pour des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager. Moi, ça me va de laisser ma part à ces gens-là. Si aujourd'hui vous vous demandez si vous devez vraiment arrêter l'avion, voilà ce que je dirais. Si vous estimez que vous avez le choix, alors oui, il faut arrêter. Et à mon avis, tout réside là-dedans. Est-ce que vous avez le choix ? Est-ce que vous pensez avoir des alternatives à l'avion ? Voire des alternatives au tourisme ? Et si vous estimez que vous n'avez pas d'alternative, alors c'est qu'il faut rendre collectivement plus visibles et plus attractives ces alternatives. Inventer des nouvelles façons d'être au voyage, des nouvelles manières de se déplacer, de se rencontrer
Pourquoi pas par l'art, la musique, par la culture. Parce que oui, je ne verrai pas Saigon. Je ne verrai pas la Havane. Je ne verrai pas Bujumbura et je ne reverrai pas Tokyo. Enfin, pas en avion en tout cas. Ça aurait pu me plaire, hein. Mais il faut comprendre que c'est plus vraiment possible. Mais d'un autre côté, je ne verrai pas non plus Mars, les lunes de Jupiter ou la galaxie d'Andromède. Et je ne verrai pas non plus le Valhalla, l'extrême Amont ou le pays des merveilles d'Alice. Et ça n'enlève rien à la fascination que l'on peut avoir pour ces lieux. Au contraire même. Ça les rend peut-être plus sacrés. Alors oui, en 2023, je considère que j'ai des alternatives. Qu'il faut lutter farouchement contre les inégalités. Que c'est une lutte politique et sociale. Et que oui, il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter l'avion. Enfin peut-être. Excuse-moi, Ouais? est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.